C'est une marchande, elle fait des vides maison. Elle a découvert des sacs d'or, en fait des sacs de pièces, des pièces d'or qui valent quand même une petite somme. Je pense qu'il y en avait plus ou moins 70 000 euros. Et elle me dit, écoute, je sais pas, qu'est-ce que je fais? J'ai déjà entendu des personnes essayer de rapatrier 5 000, 10 000 euros et boum, compte gelé. Un héritage de son père qui est décédé en Grèce. Parce que cet héritage-là, c'était en cash. Il cachait en fait l'argent sous son matelas. Il est revenu avec l'argent en Belgique et en attendant, il a acheté de l'or. Qu'est-ce qui va se passer demain si maintenant, à son tour, il décède et que cet or sort de quelque part de nulle part? Il y a énormément de personnes qui, par le passé, ont énormément investi. Les plateformes ont coulé, ont changé et donc ils perdent toute traçabilité. En fait, ce que tu abordes là, c'est la problématique au niveau du blanchiment. Alors, merci d'écouter le podcast Belgium Invest. Alors, ici, on a Maître Mathilde Crapé. C'est bien ça, je l'ai bien prononcé? C'est parfait. Parfait. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore le podcast, le principe, c'est quoi? On aborde justement tout ce qui est investissement, entrepreneuriat. Et donc, on fait appel justement à des entrepreneurs, des investisseurs et également à des corps de métier dans tout ce secteur-là, justement, pour aborder tout ça. Et aujourd'hui, on a le plaisir justement d'avoir une avocate parmi nous qui va pouvoir nous éclaircir justement sur différents points juridiques au niveau crypto-monnaie, immobilier et peut-être d'autres thématiques par la suite. Donc voilà. Donc si déjà tu sais te présenter un petit peu. Oui, donc au niveau de mon nom, tu as très bien prononcé. Donc, je suis Mathilde Crapé, avocate en l'occurrence fiscaliste. Donc on va plutôt aborder effectivement des points juridiques au niveau du droit fiscal. J'exerce au sein du cabinet Bazac Les Solons, basé à Woluwe Saint-Pierre. Et en l'occurrence, donc moi je suis dans le département fiscal, mais le cabinet compte 2 autres départements, que sont un département droit des sociétés, mais droit de l'entreprise en général, et un département planification patrimoniale. Ok, et avant de commencer, est-ce que tu investis, toi? Ou est-ce que tu as envie? Et qu'est-ce qui t'intéresse? Je suis en phase d'investir, mais pas encore officiellement, on va dire. Ok, et il y a déjà un secteur qui t'intéresse plus que d'autres? Immobilier et bourse, plus que crypto pour le moment, je dirais. Ouais. Et pour quelle raison? T'as une raison particulière? Non, plus juste parce que moi j'ai une préférence pour immobilier bourse qui me paraît, on va dire, plus tangible, même si de par mon travail je vois comment fonctionnent les cryptos, je connais la fiscalité de la crypto, mais c'est vrai que moi je vais plus avoir tendance à aller vers immobilier et bourse. Oui, c'est bien, ouais. Étant donné que tu connais plus la fiscalité aussi, tu sais vers quelle direction partir pour que ce soit déjà peut-être plus simple. Ok. Avant de commencer, est-ce que Elvis, tu as quelque chose à dire? Merci de ta présence. Déjà, d'une part. Et je pense que le podcast va intéresser pas mal de gens parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pas mal de questions sur la fiscalité qui tournent autour de la crypto-monnaie. Et l'objectif du podcast d'aujourd'hui, c'est d'éclaircir les gens par rapport à ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire et comment le faire pour être resté à chaque fois dans les règles, quoi. Oui. Et aussi pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, on est disponible sur Apple Podcast et sur YouTube, donc n'hésitez pas à nous suivre, ça nous aide énormément. Et donc voilà, on peut d'abord aborder la crypto-monnaie. Elvis et moi, on a déjà investi en crypto-monnaie, mais je pense que les règles changent complètement à chaque fois. Et moi, j'aimerais bien déjà savoir, pour quelqu'un qui souhaite investir, c'est quoi le b.a.-ba? On dit généralement que pour investir, moi le truc que je conseille toujours, mais c'est là que ton avis est ultra intéressant, c'est de bien connaître justement son circuit d'investissement. Je m'explique, c'est de savoir de quelle banque on part, comment on part, avec quel argent. Évidemment, il faut que l'argent soit déclaré et autres. Et après ça, il faut garder toutes les traçabilités des transactions. Est-ce que déjà tu peux confirmer ça? Parce que à l'heure actuelle, il y a énormément de personnes qui par le passé ont énormément investi, mais les plateformes ont coulé, ont changé au fur et à mesure des années, et donc ils perdent toute traçabilité. Est-ce que ça peut poser un problème à ce niveau-là déjà? Oui, en fait, ce que tu abordes là, c'est la problématique au niveau du blanchiment et justement de l'importance de garder la traçabilité. C'est pour voir ensuite, quand tu as des crypto-monnaies, les rapatrier sur un compte en Belgique en euros, par exemple. Parce que les banques vont poser effectivement des questions quant à l'origine des fonds, parce qu'elles ont des obligations en matière de prévention du blanchiment. Donc si elles acceptent des fonds, et en fait ça vaut autant pour les cryptos que pour de l'argent qui se trouve sur un compte bancaire à l'étranger. C'est pour l'ensemble des investissements, on va dire. Et les banques vont donc poser des questions sur la provenance des fonds, parce qu'elles doivent garantir qu'il n'y a pas eu d'infraction par rapport à ces fonds.
Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut effectivement avoir la traçabilité, comme tu le disais, tant de l'argent qui est utilisé au départ pour acheter les cryptos qu'au niveau des mouvements crypto eux-mêmes pour ensuite procéder au rapatriement. Donc, un exemple, c'est que si par exemple, tu as de l'argent qui relève d'une activité professionnelle qui n'a pas été déclarée et que tu te dis, imaginons cet argent est sur un compte bancaire à l'étranger, tu te dis, je vais l'investir en crypto. Au moment où tu veux le rapatrier sur un compte bancaire en Belgique, la banque va te poser des questions. Si tu ne sais pas prouver au départ quelle est l'origine de l'argent placé sur le compte à l'étranger, ça va bloquer et la banque va potentiellement refuser. Donc en fait, dans des circonstances comme celle-là, ce qui se passe, c'est que soit tu sais prouver l'origine des fonds, tu réponds toi-même à la banque et elle finit par accepter, soit tu sais prouver l'origine des fonds, mais ça demande quand même une certaine analyse pour prouver qu'ils sont conformes. Et alors, tu peux passer par un cabinet d'avocats, par exemple, pour une analyse qu'on appelle AML, donc c'est Anti-Money Laundering. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on retrace justement l'origine des fonds, si on est convaincu aussi, nous, par l'absence d'infraction et de blanchiment, parce que c'est une responsabilité qu'on prend vis-à-vis des banques, évidemment. Et alors là, on remet cette analyse AML à la banque, qui fait l'analyse via le service compliance et qui décide si les fonds sont acceptés. Sinon, il y a une nouveauté dont vous avez peut-être entendu parler, une nouveauté qui n'en est pas vraiment une, c'est les procédures de régularisation. J'imagine qu'elle vit ça via ton métier et toi, dans les journaux, tu as certainement dû aussi en entendre parler. Donc, en fait, pendant longtemps, on a eu la DLU Quater, qui était une procédure de régularisation qui s'est terminée au 31 décembre 2024. Donc, la procédure de régularisation, en fait, c'est quand justement tu as des fonds dont tu ne sais pas prouver l'origine. Parfois, potentiellement, c'est des fonds qui, en fait, ne sont pas issus d'une infraction, mais tu ne sais tout simplement pas le prouver. Ou alors, tu sais que ça provient d'une infraction et donc tu passes par une procédure de régularisation. Donc, tu as des fonds qui ne sont pas acceptables par une banque parce qu'ils n'ont pas l'origine. Et alors, tu passais, avant le 31 décembre 2024, par une DLU Quater, ce qui te permettait en fait de régulariser ton capital pour qu'il devienne, on va dire, propre et conforme pour qu'il puisse être accepté par une banque. Et alors, à l'époque, ce qui se passait, c'était que si tu étais face à des capitaux non prescrits, donc qui fiscalement pouvaient encore faire l'objet d'un contrôle par l'administration, tu devais soumettre ce montant à son régime normal d'imposition, majoré de 25 points. Donc, par exemple, tu avais des dividendes que tu n'avais pas soumis au précompte mobilier. Le régime normal d'imposition, c'est 30%, et tu devais ajouter à ceci 25%. Donc, pour régulariser tes dividendes, tu devais les soumettre à une régularisation de 55%. Pour les capitaux prescrits, on avait une imposition de 40%. Capitaux prescrits, c'est donc des capitaux dont tu ne sais pas prouver l'origine, par rapport auxquels l'administration fiscale n'a plus de pouvoir, mais pour lesquels on considère qu'il y a toujours un risque pénal si ça résulte d'infractions, de blanchiment, etc. Là, c'était soumis donc à 40% de prélèvement de régularisation. Au 31 décembre 2024, donc, cette DLU Quater a pris fin. Et avant celle-ci, vous vous doutez, si on dit DLU Quater, c'est qu'il y a eu une DLU 3, 2 et la 1, mais il n'y avait pas de 1 à ce moment-là, vu qu'on ne savait pas qu'il allait avoir des 2, 3, 4. Et aujourd'hui, par le gouvernement Arizona, qui est le nouveau gouvernement, l'idée, et il y a déjà un projet de loi, donc, c'est d'introduire une nouvelle procédure de régularisation, qui serait donc la DLU Quinquies, DLU 5, et qui doit entrer en vigueur au 1er juillet 2025, si tout se passe bien. Et en fait, c'est la réintroduction, d'une certaine manière, de la DLU 4, sauf qu'on augmente les taux pour régulariser un capital dont on ne sait pas prouver l'origine. Donc je disais tout à l'heure que pour des capitaux non prescrits, on est sur régime normal d'imposition plus 25 points de majoration. Maintenant, on va être régime normal d'imposition plus 30 points de majoration. Donc on aura des dividendes, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, soumis à 60% pour être régularisés. Tandis que pour du capital prescrit, on vient à un prélèvement de 45%. Et donc ça revient à dire que ton conseil est très bon, il faut faire attention à garder la traçabilité des fonds pour éviter justement de devoir passer par toutes ces étapes-là et notamment potentiellement devoir soumettre à une régularisation les capitaux. Ok, parce que c'est vrai que chacun a sa petite stratégie. Moi, de mon côté, ce que j'aime bien faire, c'est toujours envoyer mes fonds vers la même banque qui va après vers la même plateforme d'échange centralisée. Et puis après ça, l'objectif, ce sera de refaire le parcours inverse, en tout cas de garder toujours la même boucle. Oui. Parce qu'il y en a qui aiment bien, justement, à l'inverse, brouiller un peu les pistes. Je trouve
c'est pas du tout une bonne idée. Non. De passer par plein de banques différentes et après évidemment on s'en mêle les pinceaux. Alors pour ceux qui écoutent, évidemment le principe évidemment de la blockchain, c'est que tout est traçable, donc il y a toujours moyen de retrouver les transactions, mais par contre comme on l'a dit, avec des plateformes d'échange, si on a investi, et il y a plein de cas de figure qui existent, des personnes ont investi il y a 10 ans sur une plateforme, entre-temps elle a coulé, ils ont fait des transferts et donc il n'y a plus aucun historique, donc là évidemment c'est plus problématique. Pour déclarer les fonds initiaux, ça va être un peu plus compliqué. Mais toi qui passes donc automatiquement par une banque belge, puis la même plateforme, et puis faire revenir dans la même banque, a priori, effectivement, pour toi, c'est plus safe. Déjà, à partir du moment où l'argent part d'une banque belge, c'est a priori de l'argent qui est moins suspecté de fraude ou de blanchiment. Après, juste faire attention parce que il ne faut pas non plus utiliser sa banque principale où on a peut-être des crédits hypothécaires, des crédits à tempérament et autres pour faire ce genre d'opération parce que si la banque, du jour au lendemain, change son fusil d'épaule et commence à dire la crypto, c'est non, et si il voit des transactions où on vient charger un compte crypto derrière, il peut te fermer tes comptes et te demander justement de liquider tous tes crédits que tu as chez eux dans un certain laps de temps. Donc moi, je partirais du principe que si on veut investir dans la crypto, il faut le faire comme tu le fais, mais pas avec sa banque principale, quoi. Ça, c'est un bon conseil aussi. Tout en sachant qu'on a déjà eu des discours avec plusieurs banquiers de différentes banques et c'est vrai que de base, ils sont pas encore pour la crypto. Oui, tu as quelques banques qui commencent à se développer, mais c'est certain que ce n'est pas encore le cas de toutes. Oui, complètement. Et au niveau des plus-values, donc imaginons nouvel investisseur qui fait bien les choses, il va d'une banque belge si jamais il est en Belgique ou autre, il a un bon circuit, il va sur une plateforme, il achète ses premières cryptos, il fait une plus-value. Est-ce qu'il doit la déclarer ou est-ce qu'il la déclare une fois qu'il a cash out, ce qui veut dire qu'il a rapatrié ses fonds vers une banque ? Alors, en tant que tel, tant qu'il ne la rapatrie pas, on pourrait considérer qu'elle est taxable, mais tant qu'il ne la rapatrie pas, l'administration n'a pas la possibilité de constater cette plus-value. C'est en fait un peu le danger pour l'administration pour le moment avec les cryptos, parce qu'elle n'a pas de vue sur ce qui se passe par rapport aux cryptos et les comptes crypto, enfin les comptes, on s'entend, que les gens peuvent avoir. Donc sur le principe, oui, effectivement, c'est considéré comme taxable dès qu'elle est réalisée, mais l'idée, ça va être de taxer une fois que c'est rapatrié en Belgique. Ceci dit, le principe au départ, rapatrié en Belgique, j'entends rapatrié sur un compte. Pays. Et donc, le principe au niveau de la taxation des plus-values en tant que telle, c'est qu'il n'y a pas de taxation de la plus-value si on est dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé. Donc ça, c'est la règle. Il y a certaines situations où la plus-value va malgré tout pouvoir être taxée. Ça va être notamment le cas si on considère que la plus-value est spéculative, c'est-à-dire que la personne, justement, a pris des risques et n'a pas agi dans le cadre de la gestion normale de son patrimoine, comme n'importe quelle personne aurait pu le faire. Dans ce cas-là, tu vas avoir une taxation de ta plus-value à 33%, mais c'est vraiment une situation qui doit s'analyser au cas par cas. Parce que le caractère spéculatif va dépendre de toute une série de critères qui ne sont pas du tout arrêtés dans la loi. Donc ça va vraiment être une appréciation à nouveau au cas par cas ou par l'administration en cas de contrôle. Par exemple, ça va dépendre du montant investi initialement, du temps entre la période d'investissement et la réalisation de la plus-value. Ça va dépendre des connaissances de l'investisseur. Outre cette taxation pour plus-value spéculative, tu peux avoir une plus-value en tant que professionnel si on considère que tu as réalisé cette plus-value dans le cadre de ton activité professionnelle. Donc, à nouveau, principe pas taxable, mais possibilité de taxation selon les cas. Et avec les nouvelles réformes qu'il va y avoir avec le gouvernement Arizona, on parle de 10%, si je ne dis pas de bêtises. Oui, alors ça, en fait, c'est... Avec différents paliers, c'est ça, hein ? Ça, c'est deux choses différentes, les paliers. Donc, ce que tu cites avec les 10% et les paliers, c'est un ensemble qui est visé sous le vocable « contribution de solidarité ». Et c'est effectivement une nouveauté qui est évoquée par le gouvernement. La contribution de solidarité par rapport aux 10%, c'est en fait 10% sur les plus-values réalisées sur les actifs financiers. Par actifs financiers, on vise tous les actifs financiers, donc en ce compris les cryptos, les actions, les parts, etc. Et donc l'idée, c'est effectivement qu'il y aurait un prélèvement de 10% sur les plus-values réalisées à partir du moment où la loi entrera en vigueur. Donc ça ne serait pas rétroactif. Par contre, une question qu'on se pose actuellement en tant que professionnel, c'est de se dire quid des moins-values historiques éventuelles. Donc, par exemple, tu as acheté il y a quelques années des cryptos pour 500, tu fais une moins-value par la suite, elles valent 300.
qui est la valeur au moment de l'entrée en vigueur de la loi contribution de solidarité. Et puis, tu fais une plus-value parce que ça revient, par exemple, à 450. C'est au prix initial, ouais. C'est ça, c'est une plus-value par rapport aux 300, mais par rapport au prix initial, tu es en moins-value. Donc ça, se pose la question de savoir, quid, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va considérer qu'on applique 10% dès qu'il y a une plus-value par rapport à la valeur au moment d'introduction de la loi? Ou est-ce que malgré tout, dans ces cas-là, on va regarder la valeur initiale? Il n'y a pas de réponse pour le moment et c'est normal parce que cette contribution de solidarité, elle a simplement été évoquée par le gouvernement dans son projet gouvernement Arizona, mais il n'y a pas encore de projet de loi, donc on ne sait pas encore exactement comment ça va s'articuler. Par contre, le gouvernement a annoncé que toutes ces mesures fiscales, dont contribution de solidarité, devraient a priori être en vigueur en 2026. Donc on aura rapidement des questions, mais pour le moment, ça reste une idée, on va dire, évoquée, mais on n'a pas plus de précision. Et par contre, concernant cette contribution, il y aurait une exonération sur les premiers 10 000 € qui serait chaque année indexée. Et il pourrait y avoir aussi une déduction des moins-values réalisées sur l'année par rapport aux plus-values, moins-values qui ne pourraient pas être reportées dans le temps. Donc là, je vais faire un parallèle avec le droit des sociétés, où tu as des pertes que tu peux déduire de tes bénéfices. Ces pertes, tu peux les reporter d'année en année. Ici, ce ne serait pas le cas, par exemple, pour les moins-values par rapport à la contribution de solidarité. Elle serait uniquement déductible sur une année et pas reportable. Mais du coup, déductible de la déclaration d'impôt. Donc en diminution de la base imposable. A priori, oui, ce serait ça. Pour déterminer la plus-value effectivement soumise aux 10% contribution de solidarité. Okay. Mais à nouveau, c'est ce qu'on suppose, mais il faudra attendre le projet de loi parce que, par exemple, si on en revient à la DLU 5 dont on parlait tout à l'heure, dans le projet de gouvernement, et aujourd'hui on voit que ça a disparu du projet de loi, ce qu'ils annonçaient, c'est qu'il y aurait une régularisation plus douce, entre guillemets, pour les contribuables de bonne foi qui devraient soumettre des capitaux à la DLU 5. Ce critère de bonne foi a disparu. Donc, il faut voir vraiment ce qui sera fait au niveau aussi de la contribution de solidarité, mais pour le moment, c'est ce qui est annoncé. Donc, si je résume, 10% plus-value sur les actifs financiers. À partir de la date d'entrée en vigueur de la loi, mais question pour les moins-values historiques. Exonération des premiers 10 000 € indexés chaque année et possibilité de déduire les moins-values sur une période d'1 an, moins-values non reportables. Parce que... Au niveau des moins-values, on verra évidemment une fois que ce sera rentré en vigueur, mais j'espère et je souhaite évidemment qu'ils le fassent par rapport au montant initial investi, parce qu'évidemment le principe des crypto-monnaies, c'est que c'est un cycle. Oui. Donc si imaginons ils appliquent ça maintenant, 90% de la population évidemment est en perte, ce qui est normal. Donc dans ces cas-là, ce serait un petit peu... Voilà, on se comprend. On se comprend, mais effectivement, il faudra donc voir. On verra à ce moment-là, oui. Parce que sinon, ça veut dire que tout le monde est en perte, ce qui veut dire que dans X mois, X années, tout le monde sera en gain, donc tout le monde va passer à la caisse, alors qu'on est toujours, en théorie, même en perte déjà. Donc, à voir un petit peu à ce moment-là. Là, c'est vraiment la question pour le moment et on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Et par contre, pour continuer par rapport à cette contribution de solidarité, tu me parlais de progressivité. Ça, c'est un autre pan de la contribution de solidarité qui prévoit que les plus-values sur participation substantielle d'au moins 20%, elles vont être soumises à une contribution de solidarité, mais selon un autre principe. C'est-à-dire que lorsque tu feras une plus-value sur cession de participation substantielle d'au moins 20%, tu auras une exonération sur le premier million de plus-value. Et ensuite, tu auras une taxation selon des taux progressifs. Des taux progressifs, c'est comme à l'impôt des personnes physiques. Et ici, tu auras des taux progressifs qui iront de 1,25% à 10%. Mais là aussi, ça pose un petit peu des questions parce qu'il y a donc 2 volets à cette contribution de solidarité. Mais quid de quelqu'un qui fait une plus-value sur la cession de 19% de participation? Il aura une taxation de 10% au-delà des 10 000 € qui sont le palier exonéré. Par contre, quelqu'un qui va céder 20%, une plus-value sur participation substantielle de 20%, aura une exonération sur son premier million de plus-value. Ça pose quand même des questions en termes d'égalité et de non-discrimination. Donc ça, il faudra voir aussi comment ils vont articuler tout ça. D'autant que si on en revient aussi à la question de la taxation des plus-values, sur les cryptos, mais ça vaut aussi en matière de bourse. Je disais que le principe, c'est donc la non-taxation, c'est gestion normale. Sauf que maintenant, ils vont donc introduire cette cotisation de solidarité. Mais il y a déjà actuellement des situations dans lesquelles il y a taxation des plus-values. Donc on disait la plus-value spéculative est taxée. Comment ça va s'articuler avec cette contribution de solidarité? Est-ce qu'une plus-value spéculative va être taxée à 33% plus la contribution de solidarité de 10%? Est-ce qu'il y aura un match des deux et donc on serait peut-être en déduction 23%, moins 10%, enfin 33, moins 10, 23 ? On ne sait pas du tout.
Mais ce sont des questions qui vont devoir être envisagées par le législateur ou alors qui vont être challengées s'il ne l'envisage pas. Ça va être intéressant justement de définir ce statut d'investisseur. Est-ce que tu es bon père de famille? Est-ce que tu es investisseur? Est-ce que tu es professionnel de l'investissement? Ouais. Parce que comme tu le disais, c'est vraiment cas par cas. Et il y a plein de questions à se poser, dans le sens où, imaginons, j'invente, un profil investi énormément à l'époque. Mm-hmm. Donc potentiellement, il n'est pas bon père de famille. Mais après, il arrête d'investir et il laisse tourner pendant 5 ans. Du coup, est-ce qu'il repasse en bon père de famille parce qu'il a arrêté? Donc c'est vraiment, je pense que le problème va jouer quand on sera entre les deux. Je pense que c'est ça qui va être un peu plus compliqué. Et tout se joue après en négociation quelque part avec l'administration. L'administration va toujours avoir tendance, je ne veux pas dire que c'est toujours le cas, mais elle va forcément vouloir aller vers une taxation, tandis que le contribuable et éventuellement les avocats qu'il aura désignés vont négocier pour attester du fait qu'il y aurait potentiellement une gestion normale de bon père de famille. Et après, ce sont des discussions finalement qui se font. C'est pour ça que c'est vraiment au cas par cas, parce que ça dépend de tellement de critères qu'on ne peut pas citer des situations où avec certitude ce sera non taxable, ou à l'inverse, avec certitude, ce sera taxable. C'est pas possible. Non, le marché des crypto-monnaies est tellement complexe, il y a tellement de possibilités d'investissement et il y a trop de facteurs pour déterminer ça. Et même encore une fois, ça vaut aussi en fait en matière de bourse, donc c'est plus globalement en termes d'investissement. Oui. Et du coup, tu l'as plus ou moins laissé sous-entendre, en fonction évidemment du gain de la plus-value qu'on pourrait faire. Il serait fortement recommandé de s'entourer expert comptable ou avocat justement pour essayer de rapatrier les fonds de la meilleure des façons possibles. Et je pense, mais là il faudrait surtout demander à un banquier, mais c'est aussi, je pense, de prévenir la banque en amont en disant, écoutez, on va essayer de rapatrier un montant X, on vous prévient déjà à l'avance, quelles sont les démarches à faire pour éviter justement que l'argent arrive sur le compte soit gelé pendant plusieurs mois, voire à durée indéterminée, et qu'après ce soit évidemment à la croix et la bannière pour tout récupérer, quoi. C'est ça. En fait, l'objectif, c'est d'éviter un effet de panique auprès des institutions financières qui peuvent effectivement bloquer les comptes, voire parfois faire des dénonciations au niveau de l'assétif, par exemple, ce qui n'est jamais agréable. Parce que, aussi une des stratégies possibles, après avoir évidemment si c'est mieux ou non, ce serait, imaginons on a un montant X, c'est déjà de tenter de rapatrier une petite partie, de voir comment la banque réagit par rapport à ça, avant de rapatrier l'ensemble. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, mais pour éviter justement, parce qu'en fait, il y a énormément de cas de figure qui reviennent, encore une fois, c'est propre à chacun, mais j'ai déjà entendu des personnes essayer de rapatrier 5 000, 10 000 euros et boum, compte gelé, il faut remplir énormément de documents et ça devient très compliqué. Et d'autres, c'est j'ai rapatrié 1 million et c'est passé comme une lettre à la poste, donc c'est ça qui... Et puis ça dépend des institutions, ça dépend de plein de choses. Donc, c'est vraiment au cas par cas aussi, et parfois, cette technique de dire je rapatrie par petits bouts, ça peut aussi éveiller les soupçons. Ouais. Donc en fait, à nouveau, il n'y a pas de solution magique, c'est comme la taxation des plus-values, tout est au cas par cas, effectivement en fonction des institutions, parce que comme je le disais, c'est analysé par le service compliance, et au sein des banques, les services compliance ont leurs règles, leur politique propre, qui est donc changeante d'une banque à une autre. Mais moi, je pense que voilà, pour résumer, pour ceux qui écoutent et qui ont déjà investi ou qui souhaitent le faire, si jamais vous faites une plus-value et qu'elle est conséquente, ce serait intéressant possiblement de contacter déjà la banque pour voir un petit peu comment faire les choses légalement, proprement, et également de vous entourer d'un avocat, d'un expert comptable ou quoi, pour vraiment que ce soit cadré, propre, et comme ça au moins il y a zéro risque au niveau justement des déclarations, au niveau des rapatriements, et ce genre de choses. Exactement. Quoi. Et en amont, garder la traçabilité. L'origine. Oui, énormément, ça c'est très important. C'est le genre de choses que personne ne fait. Hein. Au début, on investit, et c'est après plusieurs mois, années, où on se dit en fait, il faut que je récupère toutes mes transactions, et parfois ça peut représenter une certaine quantité. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est imaginons des droits de succession par rapport à la crypto. Imaginons quelqu'un fait énormément de crypto-monnaies et il décède. Comment ça se passerait à ce niveau-là ? À l'heure actuelle, il n'y a pas tellement pour l'administration de possibilité justement de déterminer quelle est la fortune, on va dire, crypto-monnaie que posséderait une personne. Donc pour le moment, c'est un peu un no man's land à ce niveau-là. Par contre, on en revient toujours au gouvernement Arizona, mais parce que c'est l'actualité brûlante en ce moment dont tout le monde parle. Il va y avoir, selon le gouvernement Arizona, mais à nouveau, il n'y a pas encore de projet de loi, une obligation de déclaration des comptes crypto au PCC, qui est le point de contact central, qui se fait via le site de la Banque nationale de Belgique. Donc en fait, à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que si quelqu'un a un compte bancaire à l'étranger,
il a l'obligation de déclarer l'existence de ce compte au PCC, point de contact central comme je viens de le dire, et de déclarer ça dans sa déclaration fiscale aussi annuellement. Ça n'existe pas pour le moment au niveau des comptes crypto. Et le nouveau gouvernement souhaite que ça soit aussi imposé pour les comptes crypto. On imagine que l'objectif est d'aller justement notamment vers une possibilité de taxation par la suite au niveau des droits de succession. Mais pour le moment, ça n'existe pas. Si quelqu'un, on va dire, je suis investisseur en crypto, je viens de me lancer, c'est la première année, et j'ai fait, on va dire, 500 € de plus-value sur l'année. Est-ce qu'il y a une obligation de déclarer ces 500 € ou il y a une sorte d'exonération en fonction du montant? Non, pour le moment, il n'y a pas d'exonération. Je vais dire l'exonération sera au niveau de la contribution de solidarité avec les 10 000, mais pour le moment, il n'y a pas d'exonération. Par contre, il n'est pas taxé si on considère que c'est de la gestion normale. Okay. Et donc, quelle est la frontière entre la gestion normale et, on va dire, quelqu'un qui fait du trading, c'est le fait de rapatrier à chaque fois les fonds ou le fait de faire des achats-ventes tous les mois, toutes les semaines? Ça va tous les plutôt soirs être au niveau de la fréquence des opérations. Même si à nouveau, c'est au cas par cas. Donc, quelqu'un pourrait être considéré comme non bon père de famille, on va dire. Et donc, on va considérer que sa plus-value est spéculative ou qu'il agit dans un cadre professionnel. Mais une autre personne qui ferait quasiment la même chose pourrait être considérée comme dans un cadre de gestion normale. Ça, c'est vraiment au cas par cas. Par contre, je dirais effectivement que la fréquence des opérations va avoir une plus grande influence que la fréquence des rapatriements. Même si tu vas me dire, quelque part, c'est lié. Si tu as beaucoup de rapatriements à faire, ça veut dire que tu fais beaucoup de plus-value et que donc tu fais beaucoup d'opérations. Mais je dirais quand même que les opérations vont avoir plus d'influence. Et surtout que tu en as besoin pour payer un train de vie. Ouais. Et justement, par rapport au train de vie, souvent maintenant, des comptes crypto te permettent d'avoir une carte qui est reliée à ce compte et quelque part de flamber ton bénéfice via des dépenses qui sont faites par Visa. Ouais. Est-ce qu'il y a un moyen pour l'administration de voir justement ces dépenses-là et se dire, la personne, par exemple, elle a mis des fonds au début de 10 000, puis après elle ressort 10 000, mais entre-temps, il y a eu 30 ou 40 000 de plus-value qui ont été flambés en dépenses. Pour moi, ils vont pouvoir vérifier cela. Ils pourraient le faire parce qu'il y a un KYC justement sur les plateformes centralisées, par exemple Binance. On doit rentrer notre carte d'identité. Donc, s'ils veulent, ils pourraient très bien associer et après regarder toutes les transactions qui ont eu lieu avec cette fameuse Visa. Et donc, à ce stade, c'est ce que je disais, l'administration, justement, n'a pas vraiment de vue sur tout ça. D'autant que pour le moment, les plateformes dont tu parles n'ont pas d'obligation de transmettre ces informations à l'administration fiscale. Mais justement, on pense que par le gouvernement Arizona et cette annonce notamment d'obligation de déclaration des comptes crypto au PCC, il y a une volonté de permettre à l'administration d'avoir une plus grande vue, comme c'est le cas pour le moment sur simplement les comptes bancaires à l'étranger, où les institutions financières étrangères transmettent ces informations-là. Ce qui va permettre parfois, par exemple, à une personne qui réalise des dividendes, qui perçoit des dividendes par rapport à un compte bancaire à l'étranger, si elle veut ne pas les déclarer, potentiellement, quelques années après, l'administration vient pour un contrôle et taxe ses dividendes en provenance de l'étranger parce qu'elle en a eu connaissance de par l'échange d'informations. Donc, tout doucement, je pense que l'objectif justement du législateur, c'est d'uniformiser la législation, les obligations au niveau compte bancaire à l'étranger et au niveau crypto, pour donner plus de pouvoir à l'administration par rapport à ça. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, l'exemple que donnait Elvis, effectivement, je ne vois pas comment, à ce stade, l'administration pourrait savoir quelles sont les dépenses faites avec la carte et donc se dire il y a une plus-value qui a finalement été dépensée et qui donc n'a pas été imposée. Il y a un vide juridique pour le moment. Donc en général, ils ont un solde de début, un solde de fin. Ils n'ont pas forcément tout le détail des mouvements. Donc, Oui, puis encore une fois, comme on l'a dit, dans un premier temps, s'il y a le moindre contrôle, la moitié des personnes qui investissent, même si elles sont bons pères de famille, ça représente parfois énormément de lignes. Parce que quand on met un ordre d'achat, parfois, je prends l'exemple Bitcoin, on va vouloir acheter pour 1 000 €, mais on va peut-être acheter 200 € à tel prix, et puis 200 € à tel prix, et ainsi de suite, parce que l'ordre passe en fonction, évidemment, c'est offre et demande. Oui. Donc ça fait déjà peut-être 5 lignes de transactions, entre guillemets. Ouais. Nous, on a voulu acheter pour 1 000 €, mais dans les faits, évidemment, il y a plus de lignes. Et tout cumulé, évidemment, ça représente énormément, et à contrôler, c'est très compliqué. Alors encore une fois, tout est tracé, c'est relié justement à notre carte d'identité et ainsi de suite, mais c'est vrai qu'il faut-il encore qu'ils aient les moyens, les connaissances, l'envie pour contrôler tout ça. Mais on sait très bien qu'à terme, je pense, ne pas trop m'avancer en disant qu'à terme, ça risque d'arriver, j'imagine que oui. Voilà. Faut oublier qu'on est un pays très taxé, donc je vois pas pourquoi ils diraient bon, allez, les cryptos, on fait abstraction, ça m'étonnerait. Mais... Je pense pas non plus.
Par contre, un exemple auquel je pense et qui pourrait être une situation où il y a effectivement un risque qu'on considère la plus-value taxable, c'est qu'il y a certaines personnes qui achètent des cryptos sur une plateforme et puis qui les revendent via une autre plateforme parce que les valeurs changent d'une plateforme à une autre. Là, parfois, ça permet de faire des plus-values importantes en jouant justement sur les plateformes, les différentes plateformes. Là, on pourrait considérer qu'il y a un risque quand même de plus-value spéculative parce que la personne est vraiment active dans le fait de faire de l'achat-revente. Il y a toute une réflexion derrière quand même, de regarder la valeur sur telle plateforme, de vendre sur telle autre, d'acheter sur telle autre. Donc là, ça pourrait être par exemple un exemple où il y a un risque de taxation de la plus-value à titre spéculatif. Parce qu'évidemment, dans le milieu de la crypto, il y a moyen de faire énormément de choses. Et là, par exemple, c'est du réarbitrage. C'est vrai qu'une plateforme va dire cette crypto-là vaut, dans le cas du Bitcoin, par exemple, 100 000. Et alors, peut-être que de l'autre côté, ça va être 100 000 et 100. Et c'est vrai que le fait de faire, justement, il y en a qui mettent ça, par exemple, en place, c'est des bots, des robots qui vont faire des opérations continuellement d'une plateforme à l'autre pour aller chercher ce petit gain qui, au final, est quasi tout le temps assuré. Mais ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Et c'est vrai que là, on rentre, quoi qu'il arrive, dans le plus quoi qu'il arrive, je ne dirais pas, mais j'aurais tendance à dire que c'est plus une situation où on va considérer que c'est du spéculatif. Attention, pas forcément professionnel. Oui. Donc, spéculatif, taxation à 33%, professionnel, ça rentre dans le revenu global, quoi. Alors moi, j'avais une question, c'était plus par rapport à la bourse. Donc, par exemple, donc j'ai un compte titre en Belgique sur lequel la banque initiale prélève directement le précompte immobilier et la taxe. Admettons, aujourd'hui, je veux transférer ce compte titre à l'étranger dans un autre pays. Quelles sont les démarches que je dois faire pour ça ? Est-ce que ce pays va prélever directement ce qui était prélevé déjà en Belgique ou est-ce qu'ils ne vont pas le faire par principe ? Non. Donc le principe, effectivement, c'est qu'il ne va pas y avoir ce prélèvement automatique du précompte mobilier sur les dividendes, par exemple, ni prélèvement automatique de la taxe sur les opérations boursières qu'on abrège par TOB, ni éventuellement, si ça s'applique, de la taxe sur les comptes titres qu'on abrège par TCT. Donc déjà, une première chose, si tu transfères vers un compte à l'étranger, première obligation qu'on évoquait tout à l'heure, c'est de déclarer l'existence de ton compte à l'étranger auprès du point de contact central sur le site internet qui dépend de la Banque nationale de Belgique. Ça, c'est première chose. Mais ensuite, effectivement, si tu réalises des dividendes, si tu perçois des dividendes via ce compte, la banque donc étrangère ne va pas retenir le précompte mobilier parce qu'elle, par logique, elle n'est pas soumise à la législation belge. Et donc, ce sera à toi de déclarer annuellement le montant de ces revenus mobiliers dans ta déclaration fiscale pour qu'il soit soumis au précompte. À noter que si à l'étranger, on te retient déjà un impôt sur ce revenu mobilier, ça n'empêche pas que tu doives le déclarer en Belgique. Okay ? Il y a une possibilité de récupérer cet impôt qui a été payé 2 fois ? Oui, il y a une possibilité. Ça va dépendre en fait du pays dans lequel le compte est ouvert et des conventions préventives de double imposition conclues entre la Belgique et le pays. Donc, pour expliquer, conventions préventives de double imposition, ce sont des accords en fait qui sont conclus entre la Belgique et un autre pays pour éviter en principe la double imposition d'un contribuable, donc le fait qu'il subisse un impôt en Belgique et à l'étranger. Donc ça, il faut voir en fonction de la convention préventive de double imposition, où par exemple au niveau France-Belgique, tu as toute la problématique des quotités forfaitaires d'impôts étrangers, QFIE. Donc la question de savoir si effectivement, quand en France il y a une retenue, quelle va être l'application au niveau de la Belgique et au niveau de l'imposition. Donc ça, c'est pour les revenus mobiliers, tu as donc l'obligation de déclarer. Et ensuite, pour la taxe sur les opérations boursières, le principe, c'est que tu as donc cette taxe qui va s'appliquer dès que tu as une opération d'achat-vente via ton compte titre. Tu as plusieurs taux qui sont possibles. Le plus fréquent, c'est 0,35% par opération. Et donc ça, tu as des déclarations à faire tous les 2 mois pour chaque opération donc réalisée. Ça, tu dois donc le faire toi-même quand c'est un compte bancaire à l'étranger. Et puis, tu as aussi la possibilité d'avoir l'application de la taxe sur les comptes titres que je citais tout à l'heure, la TCT, mais qui, elle, ne va être applicable que si tu as un compte dont la valeur moyenne dépasse 1 million d'euros. Donc, par exemple, si aujourd'hui, sur ton compte titre à l'étranger, tu as 900 000 euros, n'aie pas le réflexe de te dire « je ne suis pas soumis à la TCT ». Il est possible que tu sois soumis à la taxe compte titre, parce que ce qui se passe, c'est que la taxe compte titre se calcule sur base d'une période qu'on appelle période de référence. Et donc, tu dois regarder la valeur moyenne de ton compte du 1er octobre de l'année X
au 30 septembre de l'année X plus 1. Tu dois donc prendre les valeurs de ton compte à 4 dates déterminées et faire sur cette base-là la valeur moyenne. Et c'est si tu es au seuil de 1 million que tu as la taxe compte titre qui est prélevée. Hyper intéressant, oui. C'est vrai que c'est ce que j'allais te demander déjà, quelle était la période, l'intervalle. Et là, en plus, tu dis que sur un intervalle de 1 an, plus ou moins, tu le segmentes en 4 avec des dates prédéfinies. C'est ça. Et après, tu fais une moyenne justement de ces 4. Et si évidemment, tu es au-dessus des 1 million, ok, hyper intéressant. Ouais. Et ça, cette taxe compte titre, la TOB, je disais, c'est tous les 2 mois que tu dois faire la déclaration et l'envoyer à l'administration fiscale, évidemment. La taxe compte titre, c'est 1 fois par an. Elle doit être déposée au plus tard au moment du dépôt de ta déclaration fiscale. Donc ça c'est simple à retenir. Si par exemple on parle immobilier, donc si j'ai hérité d'un bien à l'étranger, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois déclarer en Belgique? Est-ce qu'il y a des choses à déclarer? Est-ce qu'il y a des démarches? Oui. Donc si tu as hérité d'un bien à l'étranger, tu devras déjà te poser la question de savoir si tu as des droits à payer au niveau de l'étranger. Mais j'imagine que là tu me poses la question par rapport à si tu utilises cet argent pour l'investir, par exemple, à l'étranger ou... Imaginons, oui, on prend un cas de figure, tu reçois un bien, tu le revends dans ces cas-là, et après tu as du cash. Qu'est-ce que tu dois faire? Quelles sont les réglementations? Oui, ok. Donc, au moment où tu hérites, ça effectivement, je viens de le dire, tu dois voir au niveau de la question des droits de succession. Si, imaginons, ce bien, tu ne le revends pas tout de suite, tu as une obligation de le déclarer en Belgique parce que tu vas avoir une exonération sous réserve de progressivité. Donc, ce qui se passe, c'est que tu as ton immeuble à l'étranger, tu dois en déclarer l'existence auprès de l'administration fiscale qui va générer un revenu cadastral fictif. Donc, en Belgique, chaque bien a un revenu cadastral qui va influencer le précompte immobilier qu'on paie chaque année et qui va devoir être déclaré au niveau de la déclaration fiscale, ce revenu cadastral. Pour les biens immeubles à l'étranger, évidemment, l'administration n'a pas automatiquement un revenu cadastral pour les biens à l'étranger. Mais donc, on doit déclarer ce bien en renseignant, si c'est une maison par exemple, la valeur de la maison que l'on connaît, qui peut par exemple être la valeur qui serait renseignée dans la déclaration de succession. Et sur base de cette valeur-là, l'administration va générer un revenu cadastral qui est fictif puisque le bien n'est pas en Belgique. Une erreur que font parfois les gens, c'est de penser que cette valeur de revenu cadastral fictif dépend éventuellement, si ça existe dans le pays où est l'immeuble, du revenu cadastral dans le pays d'établissement de l'immeuble. Ce n'est pas le cas du tout. C'est vraiment un revenu cadastral déterminé par l'administration fiscale. Et donc, ce revenu cadastral doit être déclaré dans la déclaration fiscale annuelle, comme pour un immeuble en Belgique, et est en principe exonéré. Donc, il n'est pas en tant que tel soumis à l'impôt. Il va simplement influencer le pourcentage d'imposition que tu vas subir sur tes revenus, duquel on enlève ce revenu cadastral fictif. Je vous donne peut-être un exemple chiffré. Donc, imaginons que tu as 500 de revenus. Bon, sur une année, j'espère que tu as plus, mais voilà, c'est vraiment juste pour l'exemple. Donc, tu as 500 de revenus. Tu as un revenu cadastral fictif pour ton immeuble à l'étranger qui est de 50. Tu as donc un revenu mondial de 550. Imaginons que tes taux progressifs par tranche soient pour 500 de 12%, 550 de 14%. Ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre le taux d'imposition applicable à 550, donc 14%, mais on ne va pas l'appliquer à 550, on va l'appliquer à 500, parce que les 50 que représente ton immeuble à l'étranger ne sont pas soumis à imposition, ils influencent uniquement ton taux d'imposition. Et c'est ça qu'on désigne sous le vocable exonéré sous réserve de progressivité, qui, comme ça, ne veut pas dire grand-chose pour beaucoup de gens. Si tu as des gros revenus, ça peut avoir une grande influence. Ouais. Tu peux vite passer à la tranche supérieure. Donc ça, c'est si tu as cet immeuble à l'étranger et que tu le gardes. Au moment où tu vends cet immeuble, tu n'as en principe pas d'imposition, sauf les cas particuliers, on va pas rentrer. Donc on va dire qu'il n'y a pas de taxation. Par contre, si tu vends cet immeuble et que tu l'utilises pour investir, à nouveau, on retombe sur la traçabilité. Donc, conserve bien la preuve que l'argent que tu as récupéré de la vente et que tu investis résulte non seulement de la vente d'un immeuble, mais résulte encore plus du fait de l'avoir reçu par succession et que tu as soumis cette succession aux droits auxquels elle était soumise. Alors moi j'ai une autre question aussi, c'est si le bien justement qu'on reçoit n'a pas été déclaré au préalable. Donc dans ce cas-ci, entre guillemets, ce serait un peu comme du blanchiment d'argent initialement. Qu'est-ce qui se passe?
Donc, le bien que tu as reçu par succession, Oui, tu ne l'as pas soumis au droit de succession éventuel en Belgique ou à l'étranger. Mhm. Et ensuite, tu utilises cet argent pour l'investir. C'est bien Par ça. exemple. Oui, dans ce sens-là. Ouais. En soi, au moment où tu vas investir, a priori, il n'y a personne qui va venir t'embêter. Par contre, ça va être plus problématique au moment où tu voudras, si ton investissement est à l'étranger, rapatrier en Belgique le montant que tu souhaites rapatrier et qui résulte finalement de cette succession non soumise aux impôts auxquels elle était éligible. Finalement, on retourne à ce dont on parlait tout à l'heure, la question du blanchiment, de la conformité des fonds et de l'éventuelle procédure de régularisation. Et ça, à nouveau, en fait, à l'heure actuelle, quand tu as des fonds qui ne sont pas propres, on va le dire comme ça, tu n'as plus donc pour le moment de procédure de régularisation. Tu peux entrer en négociation avec l'administration fiscale, par exemple, pour régulariser tes fonds et donc les soumettre à une imposition. C'est aléatoire parce que comme il n'y a plus de cadre légal, chaque fonctionnaire fait ce qu'il veut, mais en tout cas, il n'est plus encadré comme à l'époque d'une procédure de régularisation. Et tu peux aussi aller voir ton receveur au niveau des droits de succession s'il y a une régularisation à faire aussi à ce niveau-là. À l'époque de la DLU Quater, la DLU, donc la procédure de régularisation, ne concernait pas les impôts dits régionaux. Donc, par exemple, les droits de succession n'étaient pas visés. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure avec le prélèvement de 40% sur les capitaux prescrits ou la majoration de 25 points sur le régime normal d'imposition pour les capitaux non prescrits, ça ne pouvait pas concerner les droits de succession. Donc là, on était soumis au régime actuel, si je peux dire. On devait aller voir le receveur pour régulariser au niveau des droits de succession. A priori, par l'introduction de la DLU 5, DLU Quinquies par le nouveau gouvernement Arizona, il serait prévu que cette DLU vise aussi les impôts régionaux. Et donc, il y aurait un accord finalement entre les régions et l'État fédéral. Donc, tu pourrais régulariser aussi les impôts régionaux comme les droits de succession en même temps que d'autres impôts qui sont fédéraux. Après, je pense que ta question à la base, c'était plus par rapport à la succession. Donc, si la personne qui est décédée avait une maison, par exemple, en Espagne qu'elle n'a jamais déclarée, et du coup, toi, tu deviens propriétaire de cette maison-là, est-ce que tu dois faire quelque chose ? Moi, je pense pas, puisque c'est à partir du moment où tu es propriétaire que tu es responsable des responsabilités qui en découlent. C'est ça. A priori, oui. Donc toi, si tu soumets le bien aux droits de succession et éventuellement aux droits qui sont dus en Belgique, quelque part, tu n'en peux rien si la personne n'a pas été conforme au niveau, elle, de ses déclarations, sauf si on considère que tu devais savoir ou savais cette fraude, entre guillemets. Par exemple, ça va être le cas si quelqu'un a reçu par donation et pas par succession et que la personne, donc elle reçoit par donation et la personne qui lui a donné n'était pas conforme au niveau fiscal. Là, ça va dépendre des cas, mais parfois on va pouvoir considérer que le rapatriement va être compliqué parce qu'au départ, la personne qui donne n'est pas conforme au niveau fiscal. Ça va dépendre aussi des situations. Mais par contre, effectivement, au niveau succession, l'important, c'est que toi, tu soumettes au droit de succession. J'ai eu 2 cas comme ça. C'est un client, il est grec, et il a reçu un héritage de son père qui est décédé en Grèce. Sauf que cet héritage-là, c'était en cash, parce qu'il cachait en fait de l'argent sous son matelas. Il y avait quand même une belle somme. On avait analysé un peu comment rapatrier cela ici en Belgique. Il n'y avait pas vraiment de source légale parce que cet argent n'a jamais été déclaré en Grèce. Au final, il est revenu avec l'argent en Belgique et en attendant, il a acheté de l'or. Qu'est-ce qui va se passer demain si maintenant, à son tour, il décède et que cet or sort de quelque part de nulle part ? J'ai eu l'effet inverse, c'est une marchande, elle fait des vides maison. Elle a découvert des sacs d'or, en fait des sacs de pièces, des pièces d'or qui valent une petite somme. Je pense qu'il y en avait plus ou moins 70 000 euros. Et elle me dit, écoute, je sais pas qu'est-ce que je fais. Parce qu'elle se retrouve avec des sacs d'or, mais c'est pas forcément en faire quelque chose parce que soit elle déclare, j'allais dire, elle est censée les 6 mois. Le déclarer, ouais. Et pour l'instant, elle n'a encore rien fait, elle a peur. Alors, elle, en soi, la situation, on va dire, est simple. Elle a une voie légale, on va dire, elle est censée déclarer sa trouvaille. Au niveau de ton client grec, ou en tout cas de son papa qui est décédé en Grèce, là, ça pourrait potentiellement poser des questions dans le sens où, à son décès à lui, donc ce que je disais, c'est que l'important, c'est de soumettre au droit de succession, mais tu peux quand même avoir des questions. Parce qu'effectivement, on pourrait considérer et se poser la question de savoir si l'enfant était au courant de ce qu'a fait son papa. Et donc là, à ce moment-là, on revient à ce que je disais de devait savoir ou savait l'infraction fiscale qui a été commise.
Donc je pense que sa situation n'est pas idéale et que potentiellement il pourrait être Et lui, par exemple, client à une DLU5. Bon, donc là, il devrait payer au moins 60% pour être potentiellement, oui. Bon, après, il faut voir évidemment, il faudrait qu'on analyse tout dans le détail. En disant simplement qu'effectivement, il a reçu en cash là-bas. Est-ce que là-bas, ça a été soumis je ne connais pas les droits successoraux en Grèce, mais voilà, s'il y a un régime légal, en tout cas, il l'a pas fait. Et puis, il a ramené en Belgique, mais il a su mettre sur un compte ? Non. Oui, ça m'aurait étonné. Sous son matelas aussi. Ok. Oui, bon, je pense que effectivement, ça pourrait être par exemple un bon client pour une DLU5. On a souvent le cas actuellement, tu sais que la règle fiscale a changé un peu pour tout ce qui est déclaration des loyers en société. On a de plus en plus de demandes de propriétaires. Ma locataire me demande si elle peut utiliser son logement à titre professionnel en partie. C'est juste pour déduire une partie des frais du style électricité, eau, gaz et ce genre de choses. Est-ce qu'elle peut le faire? Est-ce qu'elle ne peut pas le faire? Qu'est-ce qu'on doit répondre en général à ce genre de questions-là? Alors, une personne qui loue un appartement ou une maison, si elle l'utilise en partie à des fins professionnelles, elle peut, par définition, déduire ses frais professionnels. Le risque, c'est effectivement pour le bailleur, puisque si tu mets en location un bien qui est utilisé uniquement à des fins privées, tu n'es pas taxé sur les loyers que tu perçois. Par contre, dès que tu as une utilisation, même partielle, à des fins professionnelles, tu auras une taxation, pas nécessairement sur tout ton loyer, mais à tout le moins sur une partie, en fonction de comment est rédigé le contrat de bail, du loyer réel. Donc, c'est très important pour un bailleur de poser la question de l'utilisation du bien et éventuellement, s'il veut éviter cette taxation sur les loyers, de prévoir dans le contrat de bail qu'il interdit changement d'affectation du bien à des fins privées. Et alors, un élément qui est important, c'est que je ne le recommande pas du tout, mais certains bailleurs se sont déjà dit « je vais laisser utiliser à des fins professionnelles, mais moi je ne déclare pas le loyer, je fais comme si c'était une utilisation à des fins privées ». Et ça, justement, l'administration s'en est évidemment rendu compte. Et donc, depuis peu, il y a une obligation pour des locataires, justement, qui déduisent des frais professionnels par rapport à un bien qu'ils louent, de remplir une annexe à leur déclaration pour donner l'identité du bailleur. Ce qui permet, en fait, à l'administration de faire un toucher-croisé, toucher-coulé, parce qu'elle va pouvoir aller vérifier au niveau du bailleur comment il déclare, justement, son bien immobilier et les loyers. Il y a eu une vague comme ça, beaucoup de propriétaires de murs commerciaux en général, de restaurants le faisaient, et surtout qui faisaient signer les contrats de bail par la personne physique et gérante et non la société, pour histoire de bypasser justement cela. Et maintenant, avec cette nouvelle règle, ils sont un peu tous dans le collimateur. Ouais, et clairement, c'était le but du législateur en introduisant cette annexe. Mais voilà, donc c'est plus problématique pour les bailleurs, il faut être attentif à ça. Avec justement les nouvelles réformes du nouveau gouvernement qui se met en place, il y a pas mal de nouvelles réformes au niveau de l'immobilier. Et par exemple, il serait question justement de ne plus déduire les intérêts justement pour un crédit hypothécaire. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que ça concerne déjà la résidence principale? Est-ce que c'est uniquement pour les investisseurs? Est-ce qu'il y a un nombre minimum de biens avant justement d'avoir cette application? Donc les petits investisseurs ou les gros. Et c'est à titre privé, professionnel, ce genre de la totale. Je vois. Alors, donc effectivement, pour reposer le cadre actuel pour ceux qui nous écoutent, pour le moment, quand on a un crédit, effectivement, on peut déduire les intérêts au niveau de la déclaration fiscale, les intérêts qu'on paie par rapport au prêt hypothécaire. La volonté du gouvernement Arizona, mais à nouveau, pas de projet de loi, donc j'en parle, mais potentiellement ça peut changer, c'est de supprimer cette possibilité de déduction des intérêts pour les immeubles qui ne sont pas l'habitation principale. Ça, je réponds à l'une de tes questions. Et par contre, l'idée, ce serait d'appliquer ceci à partir de 2025. C'est ce qu'ils disent. Donc, ce serait finalement si ça entre en vigueur en 2026, ça viserait l'année de revenu 2025. D'accord ? Donc, la suppression de la déduction des intérêts s'appliquerait déjà pour la déclaration à remplir l'année prochaine pour les revenus 2025. Et il n'y aurait pas d'exception à cette suppression de la déduction d'intérêts. Donc pour le moment, l'idée, ça serait de viser tout le monde. Et autre chose aussi qui fait un petit peu bondir, c'est que ça viserait également les contrats qui ont été conclus même avant l'entrée en vigueur de la loi. Donc c'est-à-dire qu'en 2024, tu avais un prêt hypothécaire conclu depuis, 2020. Là, tu vas déduire les intérêts. À partir de 2025, même si ton prêt a été conclu
en 2020, tu auras la suppression de cette déduction d'intérêt. Donc c'est vrai que ça peut avoir une forte influence, un fort impact financier finalement sur les investisseurs, qu'ils soient petits ou grands investisseurs, on va dire, parce que ça serait a priori supprimé pour tout le monde. Oui, la rentabilité est fortement impactée. Oui, donc Sauf ça pour c'est un ceux grand... qui peuvent encore faire des reprises d'encours. Je ne sais pas si les reprises d'encours seront justement dans le collimateur ou pas. C'est pas précisé pour le moment dans l'accord de gouvernement et donc c'est une réponse qu'on n'a pas. Et je crois que le projet va être plus qu'analysé quand il sortira, mais pour le moment il n'y en a pas. Même si à nouveau, du coup, l'idée ce serait que vu que c'est une mesure fiscale, qu'elle est entrée en vigueur en 2026. Parce que là, dans l'État, en tout cas, c'est comme s'il considérait qu'un investisseur, son loyer, c'est son cash flow. Et non, parce que là-dessus, on va payer un crédit, on va payer des rénovations, on va payer, par exemple, un agent immobilier pour faire des entrées-sorties. Ouais. Tout ça, ça a un coût. Donc, à un moment, si on nous enlève quelque chose, il faut peut-être donner quelque chose d'autre en compensation. Et je ne pense pas qu'ils ont quoi que ce soit à nous donner pour compenser. Et ce projet de loi n'a pas de sens, selon moi. Non, pour le moment, il n'y a rien d'autre qui est prévu et qui, je vais dire, compenserait cette suppression de la déduction des intérêts. Et donc, il n'y a pas encore de projet de loi. Donc, finalement, peut-être qu'ils vont changer. Mais a priori, Yann Nyambon aurait confirmé que ça va bien sortir. Donc, il a confirmé en plus de l'accord de gouvernement qui est sorti. Après, nous, on est déjà en train de un peu préparer la sortie parce que, bon, c'est à partir du moment où tu as beaucoup d'investissements en privé, si une loi comme ça passe, la moitié des investisseurs, si pas le 3/4, vont se retrouver quelque part les pieds sur... Ouais. Et l'une des solutions à laquelle je pensais, c'était justement faire passer une partie des biens en donation à une société immobilière qu'on aurait créée. Est-ce que cette donation, le fait de donner à sa propre société un patrimoine qui est détenu en privé, est taxé? Donc, quand tu vas faire une donation d'un immeuble à ta société, c'est en fait plutôt un apport qui va te donner droit à des actions de ta société. Donc, en tant que tel, je ne vois effectivement pas de taxation. Par contre, attention au fait qu'en société, tu es aussi taxé sur les loyers. Par contre, effectivement, tu as la déduction des frais professionnels qui viendrait quelque part compenser le fait de ne plus avoir la déduction des intérêts en personne physique. Et peut-être, vu qu'on parle des sociétés, donc la réponse à ta question, c'est qu'il y aura effectivement a priori pas de taxation par rapport à l'apport de l'immeuble. Attention que si c'est un... Après, a priori, ta question porte sur l'apport de biens qui ne sont pas l'habitation principale, puisque la suppression d'intérêt vise ceci. Mais bon, à toute fin utile, si on apporte à sa société un immeuble pour que finalement on l'habite et qu'on donc le loue à la société, il faut faire aussi attention au niveau des ATN, etc. Ouais, avantage de toute nature taxable dans le chef du dirigeant d'entreprise. Mais bon, voilà, ça c'est à toute fin utile si ça peut attirer les personnes qui nous écoutent, leur faire se dire « ding, je dois faire attention à quelque chose ». Et donc, ce que j'allais dire, c'est que par rapport aux sociétés aussi, il y a du changement qui est annoncé. Donc, en tant que comptable, je ne vais rien t'apprendre, mais quand tu as une société, la possibilité de distribuer des dividendes qui peuvent se faire via le régime VVPR bis ou la réserve de liquidation. Ouais. Donc, VVPR bis, rapidement, ça permet de distribuer des dividendes à un taux réduit par rapport au taux normal de précompte mobilier de 30%. Ça, a priori, il n'y a pas de changement par le gouvernement Arizona. Par contre, il y a la réserve de liquidation. La réserve de liquidation, l'idée, c'est qu'il y a un bénéfice dont on affecte une partie à une réserve, qui est la réserve de liquidation, avec prélèvement d'une cotisation de 10%. Cette réserve, si elle est distribuée après 5 ans suivant la constitution de cette réserve, on a un précompte mobilier de 5%. Et si c'est dans un délai de moins de 5 ans, c'est 20%. Par contre, si la société est carrément liquidée, donc elle disparaît finalement, la réserve de liquidation est distribuée aux dirigeants sans taxation. Et là, il y a une volonté de changement au niveau du gouvernement Arizona dans le but d'aligner finalement le principe de la réserve de liquidation avec le régime VVPR bis. L'idée, c'est que l'un et l'autre apportent les mêmes choses. Et donc, le changement, ça serait qu'on passe à un taux de 6,5% de précompte au lieu de 5%. En cas de distribution, non pas dans un délai de 5 ans, mais dans un délai de 3 ans. Et donc, on peut supposer que si la distribution se fait dans un délai de moins de 3 ans, on serait un taux de 20% au lieu du 30%, même si ça n'a pas été confirmé, mais bon, ça paraît très logique. Ouais. Et alors, pour les réserves de liquidation qui seraient déjà constituées avant l'entrée en vigueur de la loi, il y aurait a priori possibilité d'appliquer ce délai de 3 ans
au lieu du délai de 5 ans, mais évidemment avec le nouveau taux de 6,5% au lieu de 5%. Donc ça peut être intéressant si effectivement tes clients décident d'apporter leur immeuble à une société et qu'ils se disent très bien, mais quand je les avais en personne physique, je percevais les loyers. On se dit, la société va percevoir les loyers, elle me les redistribuera par dividende. Voilà les potentiels régimes et le changement à prendre en compte au niveau de la réserve de liquidation, par exemple. À noter aussi que l'apport d'immeubles en société, quand il s'agit plus tard potentiellement de ressortir l'immeuble, c'est plus avantageux d'avoir été déjà dans l'actionnariat de la société au moment de l'apport. Ouais. Donc ça, c'est bon à savoir au niveau des personnes qui ont des enfants, par exemple. C'est intéressant qu'ils soient déjà dans l'actionnariat au moment de l'apport de l'immeuble pour plus tard pouvoir le ressortir sans devoir payer des droits d'enregistrement. Mais je pense qu'il va y avoir quand même, si jamais c'est d'application et au vu de ce qui se passe, à mon avis, ça va être le cas, il va y avoir quand même un gros changement au niveau des investisseurs privés qui ont un énorme patrimoine. Soit évidemment ils vont conserver, mais alors ils vont devoir passer à la caisse et donc ils vont revendre des biens. Soit alors il y aura des possibilités comme faire des donations, comme disait Elvis, au niveau de la société, ou trouver des petits superfuges. Des apports en société. Oui, mais de toute façon, je pense que cette nouveauté va faire du bruit, et d'ailleurs, elle en fait déjà. Quand elle va être adoptée, ça risque de faire pas mal de mécontents. Comme plusieurs nouveautés, finalement, du gouvernement Arizona qui s'annoncent. Oui, il y en a pas mal. Merci pour ce podcast. En tout cas, c'était très enrichissant et j'espère que les auditeurs vont aimer et je pense qu'il y aura une partie 2 pour la suite. J'espère aussi que ça leur aura plu et au plaisir de revenir. Ben oui, encore une fois, un grand merci. Je pense que s'il y a ne fût-ce qu'une personne qui a appris quelque chose, on parle évidemment de gros montants. Ça peut vraiment aider fortement. Une petite déclaration par-ci ou une stratégie par-là. Donc voilà, je pense que c'était riche en valeur. Et encore une fois, merci. Et puis comme dit Elvis, tu es plus que la bienvenue. Donc n'hésite pas. Et est-ce que tu aurais une personne à recommander pour prendre ta place pour le prochain ou un des prochains ? Je n'ai que ça. Écoute, si je reste au sein du cabinet Bazac Les Solons, parce qu'on est unis, tu pourrais interroger Jeffrey Camby qui a déjà montré sa tête et qui sera d'ailleurs au prochain Imotalk le 24 avril. Et sinon, maître Gilles Defoy et maître Emmanuel Eccechi, qui sont aussi 2 avocats spécialistes en droit fiscal. À noter que maître Eccechi pourrait notamment parler de tout ce qui concerne la TVA au niveau de l'immobilier. C'est vrai qu'on ne l'a pas abordé aujourd'hui, mais il y a de quoi dire. Oui, complètement. Notamment au niveau des démolitions, reconstructions, les taux de 6%, etc. Oui, qui ont changé. Oui. Et au niveau de maître Defoy, lui, il est donc aussi avocat spécialiste en droit fiscal. Donc tout ce que j'ai dit leur parlera. Mais lui, il pourrait aussi avoir tout un volet au niveau succession, droit d'enregistrement, puisque c'est l'associé au niveau du département planification patrimoniale. Donc voilà, trois belles petites têtes pensantes qui veulent des idées. S'ils nous écoutent, vous êtes plus que les bienvenus. Donc voilà. Encore une fois, un grand merci. Et puis à tous ceux qui nous ont regardés ou écoutés, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, commenter, enfin bref. Et même à mettre justement vos idées de thématiques ou des questions dans les commentaires. N'hésitez pas, comme ça nous on peut directement poser les questions auprès justement des corps de métier ou aux investisseurs entrepreneurs qu'on rencontre. Comme ça vous aurez directement la réponse à vos questions. Ça va ? Merci en tout cas et à la prochaine. À bientôt. Merci à vous.